J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Henri Laurence, qui enseigne au Collège de France depuis 2003, où il occupe la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Il sera question dans notre entretien d'un sujet brûlant, puisque l'on va aborder la question de la Palestine, et plutôt de Palestine, et peut-être Monsieur Laurence va nous expliquer le pourquoi du de et pas de là, dans le titre des 5 volumes qu'il a écrit. Effectivement, Monsieur Laurence a publié 5 volumes, publiés donc de 1999 à 2015, pendant 16 ans, sur la question de Palestine, 5 volumes donc, chez Fayard, plus de 4000 pages. Alors, en gros, si je puis dire, il y a un volume qui couvre le 19e siècle et le début du 20e siècle, c'est l'invention de la Terre Sainte, qui s'arrête en 1922, et puis 4 volumes qui couvrent la totalité du 20e siècle. Le premier s'intitule Une mission sacrée de civilisation, 1922-47, L'accomplissement des prophéties, 1947-67, Le rameau d'olivier et le fusil de combattants, 1967-82, et enfin le dernier, La paix impossible, 1982-2001. Je vais donc vous interroger en vous posant un certain nombre de questions, de telle manière qu'on puisse cerner, je dirais, ce que vous développez dans ce livre. Il faut bien préciser qu'il s'agit bien d'un livre d'historien, il ne s'agit pas d'un ouvrage de politologue, il s'agit, ou de journaliste, certainement pas. Vous avez travaillé donc directement sur les sources, c'est un travail assez gigantesque. Et ma première question sera la suivante. Quelle est l'origine de ce travail? Oh, c'est la poursuite de mes travaux précédents, dans la mesure où si on donne un élément d'unification à mes travaux, et en particulier encore au dernier, puisqu'il y a une nouvelle série qui a commencé ces dernières années, c'était de travailler, alors j'avais dans les années 90 défini ça comme une histoire par intersection. C'est-à-dire ce qu'on appelle un peu aujourd'hui l'histoire connectée. Mais je n'avais pas réussi à vendre ma salade à l'époque, donc ce n'est pas resté. Donc d'étudier les relations entre, disons, le monde arabe et le musulman, et l'Europe et l'Occident de façon générale, en travaillant sur les intersections historiques, l'intersection permettant d'ouvrir le regard non seulement sur un monde, mais sur les deux à la fois, puisque vous êtes décalé par rapport aux deux mondes, et dans cette mesure-là, vous pouvez essayer de mieux saisir ce qui se passe là-bas, mais aussi, entre guillemets, chez vous. Et donc, ce premier travail par intersection avait été celui autour de la Révolution française et de l'islam, c'est-à-dire donc l'expédition d'Égypte, et qui avait compris un volet sur le XVIIIe siècle, l'orientalisme des Lumières, la pensée des Lumières, et l'islam, ensuite une étude chronologique serrée des 3 années de l'expédition de Bonaparte, et après la suite sur un long 19e siècle. Et alors donc je m'étais posé de savoir quelle serait l'intersection suivante à étudier. Alors au départ je m'étais intéressé à l'expédition de Suez parce que de 1956, parce que ça avait été évidemment le pendant de celle de 1798, mais j'ai directement découvert que le sujet avait déjà été très bien traité, en particulier par des historiens britanniques. Donc j'ai fait des sondages dans les archives françaises et anglaises, mais que je n'aurais pas grand-chose de dire de plus de ce qui existait déjà. Et donc finalement, j'ai repris la question en abordant la question de Palestine qui était déjà apparue un petit peu dans l'expédition d'Égypte, et le fait que le tome 1 de ma question de Palestine démarre tout simplement à 1799, c'est-à-dire à l'expédition française en Palestine, puisque l'expédition d'Égypte se poursuit dans ce qu'on appelle la campagne de Syrie, mais qui est une campagne de Palestine. Et c'est de me donner le point de départ. Le point de sortie, je me suis arrêté à 2001,
pour des tas de raisons dans le documentaire en particulier. Et voilà. Alors, question 2, parce que c'est la règle en général, tout simplement parce que j'avais le terme question d'Orient. C'est ça. Et question 2, et alors je me suis intéressé dans un autre ouvrage que j'avais fait avec Madame Sophie Bache, qui était la publication des discours de Lamartine sur la question d'Orient. Et je m'étais donc intéressé sur l'origine du mot question, parce que personne ne l'avait fait à mon avis, personne n'avait posé de questions sur la question. Et j'ai découvert qu'apparemment le terme question au sens de contexte géopolitique est quelque chose qui apparaît dans l'Europe après 1815. Et parce que je n'ai pas trouvé jusqu'ici d'occurrence antérieure à 1815, et d'abord c'est la question de Grèce avec la révolte grecque de 1821, et j'avais montré qu'apparemment, on peut toujours trouver des occurrences précédentes, mais apparemment en français et en anglais en tout cas, question d'Orient apparaissait en 1832. Et parce qu'en tant qu'historien, je suis absolument acharné à dater. Bien sûr. Des choses. Alors, question de Palestine, parce qu'il ne s'agit pas de faire une histoire de la Palestine, mais de faire une histoire de tous les antagonismes, conjonctions d'alliances, de contre-alliances, de sentiments, d'affect, etc., qui tournent sur cette question de Palestine, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester simplement en Palestine, Terre Sainte, Israël, si vous voulez, mais on sera aussi à Washington, Moscou, Paris, Londres, Riyad, et ainsi de suite. En quelque sorte, la première question posée était de savoir pourquoi ce petit territoire, un peu plus de 22 000 km² de mémoire, c'est-à-dire un gros département français, peut créer autant de passion et d'affect, compte tenu que son importance géopolitique n'est pas énorme. Certes, à côté, il y a le canal de Suez, et ça peut influencer à certains moments, mais ça, les ressources économiques sont pratiquement inexistantes. Au début du XXe siècle, la première exportation de Palestine, c'était des oranges, et la seconde, des objets pieux. Ce n'est pas les ressources naturelles de ce pays qui est en jeu. Même s'il y a un certain nombre de victimes, les Israéliens ont fait des calculs, parce qu'ils ont un monument mort réactualisé en permanence. Il doit être à 22-23 000 morts de mémoire depuis les années 1880, on ne sait pas très bien pourquoi, ou 1860, je ne sais pas pourquoi ils parlent de cette date-là. Et 20 000 personnes, c'est dans la guerre de 14, les Français ont perdu 20 000 soldats en une seule bataille, les Anglais en ont perdu 20 000 soldats en la seule journée de la Somme. Donc ça vous donne des dimensions. Ou si vous avez d'autres dimensions, il y a probablement 500 000 morts en Syrie depuis 2011. Et du côté palestinien, c'est difficile à calculer, mais avec une grosse louche, je dirais une centaine de milliers de victimes, et quelques dizaines de milliers d'autres Arabes dans les guerres qui sont liés. Donc ce n'est pas le nombre de victimes, parce qu'il y a des endroits dans le monde où il y a un plus grand nombre de victimes, on le voit très bien avec la Syrie ou l'Irak aujourd'hui, quelles que soient les violences qui se trouvent en Palestine, Israël, ce n'est pas une terre de sang, comme l'est aujourd'hui la Syrie, ou l'a été, ou l'est encore l'Irak. Donc si ce n'est pas une terre de sang, pourquoi faut-il qu'on aille essayer de régler la question sur les pelouses de la Maison-Blanche, et pourquoi les gens de la Maison-Blanche souhaitent faire une réunion sur la Palestine à la Maison-Blanche pour ce petit territoire sans grand intérêt. Entendu. Voilà pour la contextualisation, je dirais, de votre travail et la problématisation, puisqu'il s'agit bien d'un problème et non pas d'une histoire au sens, comme vous l'avez dit, où il s'agirait de faire l'histoire d'une population, l'histoire d'un territoire, mais bien de comprendre un problème. Je voudrais vous poser une question relative à l'élaboration du travail de l'historien.
est-ce que la périodisation que vous aviez certainement en tête quand vous avez commencé à penser à cette œuvre à la fin du siècle précédent, puisque je le rappelle, votre premier ouvrage de cette série date de 1999, est-ce que la manière, plutôt la périodisation que vous aviez en tête à ce moment-là, a dû être revue, corrigée, repensée en cours d'élaboration dans les 15 ans, les 16 ans qui ont suivi? Vous savez, je ne fais pas de plan à l'avance. J'avais promis à mon éditeur, qui n'a pas été dupe, de faire 2 ou 3 volumes, ils en ont eu 5. C'est ça. Donc ils ont l'habitude avec moi, vous ont pris l'habitude de le voir arriver. Mais comme chaque volume se défend lui-même... Oui, c'est ça. Et il y a près de 800 pages souvent en moyenne. Et bon, je ne crois pas qu'ils aient perdu de l'argent dans cette affaire. Vous n'ont peut-être pas gagné beaucoup, mais je ne suis pas déficitaire de leur point de vue, je pense. Est-ce que là, les dates qui entourent chacun des volumes, les points de départ, les points d'arrivée, est-ce que ça s'imposait, donc ça ne s'est pas imposé pour vous dès le départ, ou bien vous vous êtes dit qu'à un moment donné, non, cette période-là, il faut la subdiviser, parce que en fait, il faut dire en arrière, c'est que j'avais rédigé pratiquement le premier volume sans éditeur. C'est ça, oui, oui. Et donc, je suis passé par plusieurs éditeurs qui ont mis un certain temps pour me répondre. Et finalement, Fayard l'a pris. Et donc là, aller jusqu'à 1922 avait une justification totale, puisque c'était le vote par la Société des Nations de la Charte du mandat sur la Palestine. Bon, 22-47, c'est une évidence. C'est le mandat sur la Palestine, point à la ligne, travail qui n'avait pas été fait en français et dont il n'y a pas vraiment non plus de grandes histoires du mandat en anglais ou en arabe. D'accord. Et alors après, bon, ce sont les périodisations, c'est en fonction du volume et éventuellement de l'axe général, donc 47-67. C'est la période du conflit israélo-arabe. À partir de 67, on a 2 autres périodes, puisque les Israéliens occupent ce qui reste de la Palestine arabe. Et ensuite, j'ai oublié la périodisation. Oui, ben donc il y a 47-67, 67-82 et puis 82-2001. Oui, donc l'idée 67, c'est le conflit israélo-arabe, mais 82, c'est la première guerre israélo-palestinienne. Donc il y a un glissement qui s'est produit. La césure s'explique là. Et l'autre césure, bon, c'est 2001, compte tenu que je me suis arrêté à l'échec de Tabac et à l'élection d'Ariel Sharon. J'aurais pu m'arrêter un peu plus tôt au début de l'intifada, mais il me semblait que c'était plus clair parce que le processus de paix va jusqu'à Tabac. Et à l'époque, des gens qui étaient à Tabac me disaient c'est pas un échec, c'est un non-accomplissement. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait considérer que la période couverte par le second tome, le second volume, est la période peut-être la plus importante, puisqu'il s'agit du moment où va s'opérer la cristallisation de la question, donc cette période de 1922 à 1947? C'est comme ça, c'est d'abord c'est celle qui, bon, le premier volume évidemment est sur une temporalité plus longue, et donc on commence à réduire de volume en volume la focale. D'autre part, c'est évidemment celle où les archives sont disponibles. Dans la totalité, j'avais une quoi m'amuser, puisque j'avais toutes les archives du Colonial Office sur la Palestine, le Public Record, les séries PRO pour les historiens, on sait ce que ça veut dire, Public Record Office, PRO, Colonial Office, et puis les archives françaises qui sont d'une richesse absolument considérable, d'autant plus qu'à l'époque, ça correspondait à l'ouverture du fonds d'archives de Nantes, c'est-à-dire des archives rapatriées. Et donc, il y avait 200 ou 300 cartons sur la Palestine de la période à Nantes, venant de Jérusalem, avec des mines d'informations absolument exceptionnelles, comme les rapports des officiers. Je sais plus le terme technique. En fait, c'est des attachés militaires. Il y avait un officier de service à Jérusalem français, et les Anglais en avaient un à Beyrouth, parce que c'était un échange.
Et donc il y a une richesse documentaire absolument exceptionnelle. Par exemple, sur la révolte palestinienne de 1937-1939, j'avais 20 pages par semaine avec des tableaux de pertes, des attentats. C'est ça, c'est ça. Donc j'ai pu faire dans le livre des tableaux statistiques, alors que je n'ai pas retrouvé ces documents dans les archives britanniques. Alors, probablement qu'ils existent, oui, parce que la source doit être probablement britannique, mais je ne les ai pas retrouvés, parce que les archives du mandat ont été un peu dispersées avec la fin du mandat. Tandis que là, dans ces archives françaises, j'avais tous ces tableaux absolument documentés, du type d'incident, etc. Donc je les ai recalculés pour les mettre sur des tableaux mensuels, si mes souvenirs sont bons. Ben, c'était une source absolument exceptionnelle. Alors qu'après, quand vous travaillez sur le tome suivant, vous avez encore des archives, mais vous commencez à en perdre l'accès. C'est ça, oui, oui. Et puis après, on n'en a plus du tout. Ça, c'est l'aspect, je dirais, essentiellement heuristique. Mais quand je vous posais la question, il s'agissait de savoir si c'est le moment où se cristallise, en fait. C'était ça la question. Bon, tout se cristallise comme vous pouvez faire. Oui, oui, à toutes les époques, vous allez me dire. C'est cumulatif. La colonisation juive commence vers 1880, l'organisation sioniste arrive en 1908. C'est ça, oui, oui. Et le débat sur la légitimité, elle commence avec la déclaration de Balfour elle-même, donc 17, novembre 17, et donc il y a déjà 5 ans, même si en un sens, oui, le vote de la Société des Nations donne une justification à la déclaration de Balfour, puisque là, jusque-là, la déclaration de Balfour n'est qu'une déclaration unilatérale britannique. Tandis qu'en 1922, elle est endossée par la Société des Nations, donc elle devient un texte de valeur internationale, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et alors ensuite, je veux dire, pourquoi aussi travailler sur la question de Palestine, c'est que c'est probablement le sujet le plus difficile pour un historien concernant l'histoire contemporaine ou l'histoire, en tout cas, du XXe siècle, dont la mesure où vous avez une surcharge émotionnelle, une complexité du nombre d'acteurs, et en même temps des processus socio-économiques. Donc, c'est plus intéressant, plus stimulant de travailler sur ce qui est le plus difficile. Oui, oui. Que sur des choses qui sont relativement moins difficiles. Je veux dire, bon, si vous faites l'histoire de l'Union européenne, vous pouvez faire des chapitres entiers sur telle ou telle directive bruxelloise, mais je trouve que c'est moins stimulant intellectuellement. J'ai peut-être tort. Hein. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement brûlant, parce que j'avais, je ne sais plus, lors d'une intervention, enfin, sur Facebook, je sais pas, j'avais fait une observation à propos de ce qui s'est passé depuis 3 semaines dans cette région. Et alors j'ai eu tout de suite plusieurs personnes qui m'ont écrit « Mais comment vous pouvez dire cela? Vous prenez parti pour un des deux camps. » Et alors j'ai dit « Ben, on aura sans doute plus de sérénité à vos yeux lorsque j'interrogerai le professeur Laurence. » Il a dit « Ah, c'est pas parce qu'il est professeur au Collège de France que pour autant, etc. » Donc vous voyez, j'ai vu la passion que cela pouvait avoir. Et j'ai dit « Mais enfin, il est historien, il a étudié cela en historien. » Donc voilà, c'était pas un travail de journal. Mais moi, ça m'a frappé déjà que, avant même que je vous interroge, sans avoir écouté le contenu de notre échange, déjà, il y a des passions qui se sont éveillées, enfin qui étaient là depuis bien longtemps, bien entendu, mais je veux dire que déjà, il y a déjà cette étincelle avant même de vous avoir entendu. Je trouve ça un petit peu fou. Oui, non, mais ce que je peux vous dire par expérience, c'est que la dimension passionnelle est beaucoup plus élevée aujourd'hui qu'elle n'a été il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'est ça, oui, c'est intéressant aussi. Et ça. Que quand j'ai fait les premiers volumes, c'est pas simplement parce qu'il y a un éloignement chronologique, mais bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Oui, oui. Il y avait des gens qui étaient intéressés, mais il n'y avait pas le caractère aujourd'hui complètement délirant des prises de position des uns et des autres, qui sont d'une violence absolument incroyable. Ce
que je n'ai pas vu il y a quelques années. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous parlez, c'est dans le volume qui concerne la période 1947-67, que s'est installée pendant cette période une véritable culture du conflit et que c'est devenu une caractéristique majeure du Proche-Orient. Oui, enfin, d'abord, c'est un des conflits majeurs du Proche-Orient. Longtemps, ça a été le seul, maintenant d'autres se sont rajoutés. Oui. Mais il reste quand même très fort. D'abord parce que c'est un conflit saturé d'histoire. Et que du côté européen, occidental, vous avez à la fois la dimension chrétienne et juive, c'est-à-dire les origines du monothéisme, valable aussi pour l'islam. Donc vous avez la longue durée religieuse sur des millénaires. Et puis, vous avez dans l'immédiateté européenne la destruction des Juifs d'Europe, selon l'expression d'Arnaud Mayer, on pourrait l'appeler la Shoah, l'Holocauste, si vous voulez. Et donc, le poids justifié de la culpabilité européenne et occidentale dans cette destruction. Et puis, de l'autre côté, bon, d'abord, évidemment, l'islam a autant de droits religieux que le christianisme et le judaïsme sur cette Terre Sainte, choses qui sont généralement pas connues en Occident, mais les Arabes m'ont appelé Jérusalem la ville sainte, El-Quds, le mot Jérusalem avait disparu pour ce qui montre bien l'importance de cette sainteté pour l'ensemble de l'islam. Et puis vous avez dans l'affaire de Palestine vous avez tout l'héritage du colonialisme, c'est-à-dire qu'Israël apparaît, ce n'est pas faux sur certains axes en tout cas, comme un colonialisme européen qui se soit maintenu. Alors que les autres colonialismes européens se sont terminés, sauf en Afrique du Sud, où les dimensions sont différentes, où là les indigènes ont été suffisamment, ne pèsent plus réellement. C'est ça. Comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Enfin, la Nouvelle-Zélande, c'est un sujet intéressant à étudier, mais je n'ai pas de compétences. Mais il faudra un jour que je travaille sur la Nouvelle-Zélande. Oui, parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé entre les arrivants et les gens qui étaient déjà là. Donc, vous avez là cette dimension. Donc, aujourd'hui, vous avez ce post-colonial qui est, à mon avis, une notion complètement ridicule, mais qui fait aussi vogue. On parle d'études postcoloniales, effectivement, oui. Bon. Mais le terme lui-même ou le concept lui-même vous semble... je trouve que c'est priver les acteurs de leur autonomie d'histoire. C'est ça. Moi, je n'ai jamais travaillé sur parce que j'ai travaillé sur le Moyen-Orient à l'époque coloniale. Oui. Et puis ensuite, ils essaient de se débrouiller comme des grands. C'est ça. Donc mettre l'étiquette post-coloniale n'avait pas de sens. D'ailleurs, c'est un terme extrêmement récent. Moi, quand je travaillais sur l'Égypte de Nasser, après, c'était l'Égypte nassérienne indépendante et pas l'Égypte post-coloniale. C'est les ramener en arrière. Ouais. C'est la dimension nationaliste alors qui intervient, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'Égypte, j'ai vécu en Égypte, j'ai vécu en Syrie, j'ai vécu au Liban, les gens ne se sentaient pas de post-colonial. C'est une invention d'universitaires venus du tiers-monde et vivant en général dans des universités américaines. C'est ça, oui. Mais qui ne correspond pas à un vécu ou un sentiment. C'est d'ailleurs une notion sur laquelle je retravaille dans la nouvelle série qui est en cours, qui s'appelle Crise d'Orient, et qui justement réaborde ces questions plus directement. Mais en tout cas, si vous voulez, d'un côté vous avez la Shoah, de l'autre côté l'histoire coloniale, et donc vous êtes dans une question qui est complètement saturée d'histoire. Et c'est cette saturation en termes historiques qui fait l'importance du sujet et la difficulté à le résoudre. Parce que pour le reste, selon le grand philosophe français, M. Macron, il faut travailler en même temps. Et donc, par exemple, on peut considérer que le sionisme est en même temps un mouvement de libération nationale et en même temps un mouvement colonial. Et on ne peut pas dire que l'un annule l'autre, mais il faut les prendre en même temps.
dans ce développement. C'est d'ailleurs qu'il ne cachait pas à l'époque du mandat, puisqu'il disait qu'il colonisait la Palestine et qu'il créait des fonds de colonisation de la Palestine dans cette période. Et les leaders sionistes, quand ils discutaient avec les Anglais dans les années 1920, discutaient de façon comparée de la Palestine et de la Rhodésie. Il n'avait aucun remords à utiliser ces termes. C'est quand le colonial est devenu péjoratif après la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont fait disparaître ces références à la question coloniale. Alors, la question de Palestine, elle a, pour répondre enfin à votre question, du point de vue militaire, au point de vue de la violence, c'est un conflit de basse intensité. Et c'est ça qui est très spécifique. C'est-à-dire que même quand vous faites la guerre, vous la faites d'une façon violente mais extrêmement courte. La guerre de 48, en fait, c'est 5 épisodes de 4 semaines, 5 semaines au maximum, entrecoupés de trêves qui sont plus longues que les périodes de combat. Suez 56, c'est 8 jours. 67 ou 67, c'est 6 jours comme vous le savez. 73, c'est 3 semaines. Bon, 82, c'est plus compliqué parce que ça s'étale. Mais justement, ça s'étale parce que ça devient un conflit de basse intensité. Donc vous avez des moments extrêmement violents, mais très courts. Et puis vous avez une violence quotidienne. Voilà, c'est ça. Qui, elle, est presque quotidienne, ou hebdomadaire. Vous avez un mort par-ci, un mort par-là. Et ça, depuis 1948. C'est ça. En tout cas, donc, c'est ce que les historiens ou les politologues, on appelle ça, ou les militaires, on appelle ça des conflits de basse intensité, mais qui sont des conflits de longue durée. Au fond, est-on en mesure d'établir une périodisation relativement précise quant à une responsabilité majeure de l'une ou l'autre partie dans le blocage du processus de paix qui va intervenir plus tard? Le processus de paix, d'abord, c'est un processus sur le processus. Le processus de paix, c'est une notion elle-même complexe parce qu'on peut la faire émerger dès l'automne 1967, puisque, en un sens, le processus de paix sera une longue exégèse d'un texte qui a été écrit spécialement pour être ambigu, qui est la résolution 242 du 22 novembre 1967. Et jusqu'à aujourd'hui, on tourne toujours sur qu'est-ce que veut dire ou ne veut pas dire cette résolution. Alors, spécifiquement, je pense que vous parlez sur Oslo, mais il faut revenir en arrière dans la mesure où le processus de paix tel qu'il commence à partir de novembre 67 crée un vocabulaire, et un vocabulaire qui tourne sur deux termes ou deux pôles, si vous voulez, la paix contre la paix ou la paix contre la terre. Donc la paix contre la paix, ça veut dire les Israéliens conservent leur conquête et ils ont la paix. Et la paix contre la terre, ça veut dire vous rendez les territoires occupés et vous avez la paix. Et ces termes-là, ils sont construits la première exégèse de la 242, c'est-à-dire la mission Jaring, puis ensuite les conversations à 4 et conversations à 2 à New York en 69, 70. Et à partir de ce moment-là, Oslo n'est qu'une des phases de cette affaire, puisque les Palestiniens négocient sur la base des territoires contre la paix, et que de l'autre côté, les Israéliens veulent la paix, mais avec une partie des territoires. Et donc, c'est en ce sens-là que cela conduit à l'échec de 2000
2001, compte tenu ensuite que, indépendamment des contradictions logiques qu'il y avait dans le processus lui-même, dont le premier était la chronologie, c'est-à-dire que Oslo partait de l'idée qu'on part d'une phase transitoire pour arriver à un règlement qui n'est pas déterminé à l'avance, mais le résultat, c'est que chacun va se placer en fonction du résultat dit final, et donc essayer d'avoir des avantages sur le terrain, et donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus avoir de confiance. C'est ça. Je voulais vous poser une question relative à la personnalité. Au fond, la personnalité des dirigeants des deux partis en question a-t-elle joué un rôle fondamental dans l'évolution de la situation, du processus de paix, de cette paix impossible, puisque c'est le titre de votre dernier volume? C'est toujours la même chose. Vous pouvez monter à un niveau élevé d'analyse sans avoir d'explication vraie. Il suffit de prendre la carte en 1880, en 1900, en 1920, en 1947, en 1967, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez la rétraction progressive du peuplement palestinien sur cette carte. Et donc une dizaine de cartes dit tout, et c'est pas mes 5000 pages. Et puis vous pouvez aller dans le détail des actions avec tous les problèmes que pose l'analyse historique à chaque fois que vous êtes dans l'action, c'est-à-dire le poids des personnalités, les hasards, parce qu'il y a des moments où telle chose aurait pu se passer de telle façon totalement différente, mais cela a pesé certainement la personnalité de Shimon Peres, de Rabin, d'Arafat, etc. C'est évident que ça joue, mais ça joue à un certain niveau d'analyse. Le niveau d'analyse qui est plus élevé, c'est de dire ils sont dans une situation de colonisation de peuplement, c'est-à-dire que la population originelle, indigène, elle se retrouve refoulée par la nouvelle population. Donc elle ne rêve que d'une seule chose, c'est de mettre à la mer les gens qui la refoulent, et comme les gens qui la refoulent ont peur d'être jetés à la mer, ils refoulent les autres. Donc chacun vit dans la peur de l'autre, et dans la mesure où ils vivent dans la peur de l'autre, cela produit constamment de la violence qui, pour chacune des parties, est justifiée. Et là, vous avez un processus dans lequel vous n'avez pas à faire intervenir de personnalité. Mais en revanche, dans l'action diplomatique, dans l'action politique, dans la prise de décision, là, le poids des personnalités est extrêmement important. Et ça revient donc à la fois, du point de vue méthodologique, étonnamment de temps à autre à faire des histoires contrefactuelles, c'est-à-dire, donc si ce n'était pas passé comme ça, qu'est-ce qui se serait passé si un tel avait été. Oui. Donc ça, c'est du contrefactuel. Ce sont le problème du contrefactuel, sauf en économie, c'est que ce sont des expériences de pensée. Parce qu'en économie, ils peuvent construire des modèles économiques. Mais en dehors de ça, ce sont donc des expériences de pensée. Mais ce que ça révèle de toute façon, c'est que plus vous avez entre guillemets, de liberté ou d'influence des choix individuels des acteurs, plus ça veut dire que la conjoncture est fragile. Puisque vous savez, en histoire, plus vous êtes dans une situation de fragilité des ensembles des systèmes, etc., plus le poids de l'action individuelle compte. Et inversement, plus vous êtes dans une stabilité, moins l'action des individus compte. C'est ça. Aujourd'hui, en Europe, on est dans des structures hyper stables, et donc, même s'il y a différents problèmes en Europe, il y a surtout une pesanteur extrêmement lourde des sociétés, alors que quand vous êtes dans des phases de violence ou de révolution ou de guerre, qu'est-ce que serait devenu la France si le colonel de Gaulle avait été tué en mai 1940? Là, ça ouvre des abîmes de perplexité aux historiens, mais le fait même de se poser ce type de questions montre la fragilité de la conjoncture historique. À ce moment-là, le XXe siècle en Europe, enfin en tout cas dans sa première partie surtout,
a été une dimension absolument apocalyptique. Mais donc vous avez des trajectoires absolument bizarres de gens qui changent de pays, qui changent de nationalité et qui peuvent se retrouver. Bon, un gamin juif allemand de 1936 deviendra secrétaire d'État américain 40 ans après. Je veux dire, bon, c'est là, il faut des structures souples, enfin des conjonctures extrêmement ouvertes. Mais aujourd'hui, il y a relativement peu de chances que ce genre de choses se reproduisent. En revanche, dans d'autres parties du monde, vous avez justement ces fluidités des structures qui font que le poids des individus pèse plus lourd. J'avais jadis eu un monsieur qui suivait mes cours il y a très longtemps, il y a au moins une trentaine d'années, qui était un juif de Port Saïd. Et je lui avais demandé de me rédiger, enfin il avait 60 ans, moi j'avais 30 ans, j'étais un jeune enseignant, et lui il avait une soixantaine d'années, et je lui avais demandé de me rédiger un petit texte de souvenir sur Port Saïd avant 1952 ou 1956. Il m'a fait ça bien gentiment, j'ai encore ce document quelque part, mais il m'a dit, je n'ai toujours pas compris comment mon camarade de classe, qui était juif de Port Saïd comme moi, s'est trouvé ministre de l'Agriculture de Salvatore Allende. Parce que là, vous avez des structures de révolution, d'exode, de diaspora, etc. Et inversement, dans les sociétés d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser qu'un petit acteur de Moscou, comme l'a été un certain Petchkov, pourrait terminer ambassadeur de France. Ce qui s'est passé entre 1902 et 1947. Donc vous voyez, nous avons le bonheur d'être dans une période historique pour l'Europe, en tout cas, de stabilité, donc de médiocrité, puisque les grands hommes ne se manifestent que dans les circonstances exceptionnelles. Mais il vaut mieux vivre dans le médiocre bien sûr. que dans l'exceptionnel. Voilà. Évidemment, on n'a pas de Churchill ou de... on a des gens qui ont l'étoffe de l'être, mais n'ont pas les circonstances pour le devenir. C'est ça. Je voulais peut-être revenir un petit peu en arrière, parce que vous avez, ou plutôt c'est moi qui vous ai fait voguer de niveau d'analyse en niveau d'analyse différents, puisqu'on est passé des problèmes des personnalités au problème plus global de la première moitié du 19e siècle, du 20e siècle, pour justement illustrer cette question de l'émergence de certaines personnalités. Je voudrais revenir un petit peu en arrière dans votre œuvre et vous dire, au fond, dans quel contexte le conflit israélo-arabe va-t-il se transformer en conflit israélo-palestinien? Parce qu'il y a justement, quel est le pivot là? Parce que, puisqu'on était un peu, pas dans la philosophie de l'histoire, mais enfin dans l'histoire à haut niveau, là, il y a quelques minutes, enfin vous étiez plutôt, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça c'est une question qu'on se pose souvent, qu'est-ce qui fait que l'on passe d'un conflit à un autre? Au départ, on est dans un conflit sioniste arabe-palestinien. C'est ça. C'est donc le conflit, c'est le mandat. La période de l'entre-deux-guerres. Oui. Jusqu'à 1948. Oui, c'est ça, 48. Et ensuite, en 1948, vous avez un éclipse des Palestiniens. Oui. Ils n'ont plus de représentation politique, ils ont été mis hors jeu. Et à ce moment-là, les États arabes sont devenus les acteurs. Ils étaient déjà, à partir de 1937-1938, des acteurs dans la scène. C'est les Britanniques qui les ont appelés à participer à la gestion de l'affaire. Et ensuite, vous avez les conséquences de la guerre de 1948, qui sont ce qu'on appelle les armistices de Rhodes, qui produisent une série de contentieux. Des contentieux dont les plus importants sont le statut des hommes démilitarisés, à qui appartiennent-elles et qu'est-ce qu'on peut y faire, le statut des voies d'eau, le golfe d'Aqaba, le canal de Suez. Et en réalité, les deux guerres suivantes, 56 donc Suez et 67,
sont des guerres dont les causes reviennent largement au contentieux des armistices de Rhodes. C'est ça. Et donc sont bien des conflits étatiques, même si la dimension palestinienne réapparaît à partir du milieu des années 60. Mais en 67, d'un côté, vous avez le fait qu'Israël occupe la totalité de la Palestine mandataire. Donc paradoxalement, ça va pousser à la réunification d'une partie des Palestiniens, ne serait-ce que les Arabes israéliens, ce que les autres appellent les Palestiniens de 48, vont reprendre contact avec les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens de Cisjordanie. Donc il y a une ébauche de réunification. Et puis d'autre part, la dimension palestinienne devient fondamentale pour le règlement. Et puis ensuite, de 67 à 82, en fonction même de la nécessité du processus de paix, il faut trouver des interlocuteurs palestiniens ou en éliminer. Et le but de l'invasion israélienne de 1982 du Liban, c'est d'éliminer l'OLP pour qu'il n'y ait plus une possibilité de représentation palestinienne autonome capable de négocier avec Israël. Donc on bascule progressivement des États vers la dimension palestinienne. Alors, il y a encore de l'israélo-arabe en ce qui concerne la Syrie, puisqu'il y a toujours un contentieux non réglé. D'ailleurs, les négociations de l'an 2000 ont échoué en fonction du contentieux de Rhodes, c'est-à-dire où se trouve la zone démilitarisée de 49 et sur quelle ligne on va rétablir la frontière. C'est typiquement la sortie du contentieux de l'armistice de Rhodes de 49. Le Liban, bon, ça c'est autre chose. Le Liban n'a plus d'objection territoriale, mais le Hezbollah se pose en bouclier du Liban par rapport à l'invasion israélienne, aux invasions israéliennes successives. Mais là, c'est déjà une autre dimension, parce que derrière, il y a l'Iran, etc. La Jordanie et l'Égypte ont fait la paix. Donc, l'Égypte a obtenu ce que les autres veulent obtenir, c'est-à-dire les territoires contre la paix. Et donc, il y a une imbécilité de dire, mais Arafat, c'est pas Sadat. Si, Arafat, c'est Sadat. Si les Israéliens lui avaient offert ou accepté de donner ce qu'ils avaient donné à Sadat, c'est-à-dire le retour aux lignes de juin 67, mais plus longtemps, le conflit serait terminé. Et il aurait fait toutes les embrassades nécessaires pour aller à Jérusalem, à la Knesset, voyons, si on lui avait rendu la totalité de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Donc, la dimension palestinienne est devenue de plus en plus importante. Et en un sens, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux peuples sont prisonniers l'un de l'autre. Ils sont donc dans une spirale de violence. Et quel que soit le refoulement qu'on a pu faire de la population palestinienne, ce sont toujours les Palestiniens qui ont la clé de sortie. Parce que c'est les seuls qui peuvent rendre les Israéliens normaux. S'ils arrivent à un modus vivendi acceptable pour les deux populations, Israël cesse d'être un pays assiégé et en guerre en permanence avec un appareil sécuritaire hypertrophié pour devenir, entre guillemets, un État normal, donc, entre guillemets, une normalisation de la question juive, etc. Chose qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que justement, ils n'arrivent pas à faire un règlement acceptable avec les Palestiniens. Plus exactement, Netanyahu ne voulait aucun règlement du tout, ce qui résout, de son point de vue, le problème. Et donc, la dimension palestinienne, elle est d'autant plus forte que ce sont eux qui ont la clé. Je veux dire, même par rapport à l'Iran ou quoi que ce soit, on peut bien penser que s'il y avait eu un règlement final en 2000, ce qu'on n'avait pas été très très loin, la dimension du choc israélien-Iran serait beaucoup plus faible, parce que les Israéliens vont dire qu'est-ce qui nous a embêtés les Iraniens alors que nous avons fait la paix avec les Palestiniens.
Donc, c'est bien la dimension palestinienne qui est centrale et qui engendre les autres conflits, qui sont éventuellement des prétextes pour les autres acteurs de la région. Mais tant que vous n'aurez pas de règlement de la question de Palestine, vous n'aurez pas de règlement de la question israélienne et juive, et vous n'aurez pas de règlement... Enfin, ça n'influera pas nécessairement sur la situation syrienne et surtout irakienne, parce qu'il y a autre chose dedans, mais ça désarme quand même une partie des acteurs de la situation irako-syrienne, si vous prenez la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire les mouvements islamistes, l'État islamique, l'influence iranienne, la volonté d'un accès de l'Iran à la Méditerranée via une série d'alliés, etc. Donc, vous avez bien ces dimensions-là. Je voudrais vous poser une toute dernière question. Si, je ne sais pas si c'est votre intention, et peut-être pas du tout, si vous deviez écrire un volume 6 à cette question de Palestine, qui couvrirait donc les 20 dernières années, y aurait-il un trait qui se dégagerait et qui vous permettrait de donner un titre à ce volume 6? Donc je rappelle que les 2 derniers volumes s'appellent Le rameau d'olivier et Le fusil du combattant, 67-82. La notion de paix réintervenait dans le volume suivant, mais en insistant sur son côté impossible, après impossible 82 et 2001. Et alors, s'il y avait un volume 6 pour les 20 dernières années... En fait, je vais le retraiter, mais sur un autre axe. C'est ça. Puisque c'est la nouvelle série que j'ai commencée il y a 5 ou 6 ans, oui, qui s'appelle Les crises d'Orient. C'est ça. Donc le premier volume s'appelait Questions d'Orient et Grands Jeux, oui, et qui repartait de 1770 jusqu'à 1914. Le second volume qui est sorti, c'était La naissance du Moyen-Orient, 1914-1949, et actuellement le tome 3 qui est le sujet de mon cours, mais qui devrait aller normalement de 1949 à 1970, oui, s'appellera Les origines de l'autoritarisme. Et ensuite, je n'ai pas encore envisagé la périodisation suivante et les concepts suivants, mais je retraiterai cette question, mais dans l'axe que je prends dans Crise d'Orient, qui n'est pas exactement le même que l'axe des questions de Palestine. Ne serait-ce que dans Crise d'Orient, la question de Palestine devient une question entre guillemets régionale, parce qu'elle est reprise. C'est ça. Quand je traitais la question de Palestine, je traitais des autres situations du Moyen-Orient comme périphériques. Tandis que là, c'est la question de Palestine, elle est toujours là, mais elle est parfois complètement périphérique par rapport aux autres sujets. Donc en fait, je dis peut-être n'importe quoi ici, mais s'il y avait un 6e volume qui apparemment ne va pas paraître, mais ce serait peut-être il y aurait, je ne sais pas, une référence à l'aspect régional du conflit qui apparaîtrait dans le titre. Non. Je dis ça comme ça. Mais non, ce sera traité dans... Vous parlez de périphérie, c'est je traiterai ça dans Crise d'Orient. Oui. Parce que sinon, je veux dire, encore en 2002, on pouvait avoir de l'espérance. Oui. Mais aujourd'hui, on n'en a aucune. C'est ça. Le conflit est parti pour des décennies ou pour des siècles. C'est ça. Après tout, vous savez, l'Irlande, ça a commencé au XIIIe siècle. Et le Brexit d'aujourd'hui repose encore la question de l'Irlande. C'est-à-dire, l'Irlande, ça va bientôt faire 8 siècles que ça tourne avec des éléments différents. Et vous ne pouvez pas faire disparaître les peuples qui sont là. Donc, la question, c'est de trouver le modus vivendi. Alors, on a travaillé sur la question de la solution à 2 États. On a des choses qui ont été plus ou moins précisées, comme ce qu'on appelle le protocole à la discussion de Genève en 2002, qui permettait de mettre en musique la possibilité d'un règlement. Mais aujourd'hui, on s'en éloigne à toute vitesse. Et surtout, on n'a pas d'acteurs du côté israélien qui seraient prêts à négocier quoi que ce soit. Enfin, ils sont dans une politique d'annexion
Et apparemment, M. Gantz n'a pas des positions tellement différentes par rapport à Netanyahou. Alors, en revanche, vous avez aujourd'hui, si vous me posez la question sur 2019, vous avez des choses qui sont en train de bouger, mais ailleurs, mais qui peuvent influencer. Influencer, c'est ça. C'est ça. Comme par exemple le décrochage du Parti démocrate par rapport au sionisme aux États-Unis. C'est ça. Ça, c'est très important, parce que ça cesse d'être un consensus à l'intérieur du système politique. Suite aux positions radicalisées de Trump de l'autre côté. Donc, quelque part, ça polarise donc là, c'est un élément... la situation de politique interne, mais qui vient d'un... Effectivement, c'est ça. Donc, si l'historien est censé ne pas avoir de sentiments lorsqu'il traite de son sujet, on peut quand même considérer que vous êtes... Enfin, vous, par rapport au sujet que vous étudiez, vous avez une vision un peu désespérée malgré tout, malgré les derniers éléments que vous avez, pour en tout cas au moins les 20 ans qui viennent, c'est ça. D'abord, on est là pour se tromper. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle être un expert. Oui, oui, par définition. Donc, oui. Il y a ce premier point, j'espère me tromper. Oui, oui, bien sûr. Mais pour l'instant, tous les indicateurs sont extrêmement négatifs. Oui. Et puis, vous avez des questions. La question que vous posez, c'est ce qui en historien font des jugements de valeur. Certainement, on ne peut pas échapper au jugement de valeur. Il faut quand même dire à un moment ou à un autre que les nazis sont des méchants, par exemple. Il faut le dire. Alors qu'en théorie, oui. En théorie, on devrait rester froid, mais enfin bon. Voilà, bon. Oui. Il y a des jugements de valeur qui peuvent être exprimés. Et alors, en revanche, sur la question de l'objectivité en histoire, il faut comprendre que le fonctionnement de l'historien, indépendamment des jugements de valeur, c'est de se mettre à la place successivement de tous les acteurs. C'est ça, oui. Donc, pour voir à partir de quoi il raisonne, de quels moyens il dispose, et ainsi de suite. Et c'est dans cette mesure-là où on a relativement la possibilité, même avec les nazis d'ailleurs, c'est ce que tous les historiens d'aujourd'hui font dans l'analyse du problème du bourreau, c'est de se mettre à la place du bourreau. Oui. Donc, à partir du moment où vous essayez de reconstituer, en disant les horizons d'attente de chacun des acteurs, vous êtes moins susceptible d'être atteint de la question de l'objectivité. Par contre, vous avez la question de l'honnêteté, qui n'est pas la même chose. Effectivement. L'honnêteté, c'est si vous êtes en train de faire une démonstration et que vous avez un argument, un contrefait qui va contre votre démonstration, si vous le passez sous silence, vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Et donc, en histoire, ce n'est pas une question d'objectivité, c'est une question d'honnêteté. Et ça, bon, on peut parfois être malhonnête inconsciemment, je veux bien le reconnaître, mais en tout cas, consciemment, on doit l'éviter. Est-ce que ça signifie que vous-même, vous avez eu des, comment dirais-je, une évolution de votre pensée ou de la manière dont vous avez interprété, puisque l'historien interprète, bien entendu, ne se contente pas de relater et d'expliquer, par rapport à certaines hypothèses que vous aviez au départ et qui ont évolué quant à leur résolution, si je puis dire, sur base évidemment des documents, mais également peut-être qu'avec l'évolution de la situation, puisque vous travaillez sur le sujet depuis bien plusieurs décennies, que peut-être il y a certains aspects, je dirais, du problème qui se sont révélés plus importants, moins importants que d'autres, parce que simplement il y avait des développements nouveaux qui apparaissaient. D'abord, il y a des sources nouvelles, il y a régulièrement de nouvelles informations qui arrivent, et même par exemple pour la période qui est couverte par le tome 2, bon, sur certains points, il y a des nouvelles informations qui n'étaient pas disponibles au moment où j'ai écrit, qui sont maintenant tout à fait disponibles. Donc des choses qui pouvaient être émises sur un mode hypothétique peuvent être maintenant dire oui ou non en fonction de nouvelles documentations. Ensuite, vous savez très bien que l'historien ne fait pas un acquis pour toujours, comme disait le camarade Thucydide, mais qui n'est qu'un questionneur
qui pose une question à un moment donné sur un sujet Par définition, oui. donné. Donc, à force de blanchir, on modifie naturellement les questions parce que le temps a modifié les apports et il y a des questions nouvelles qui sont apparues et ainsi de suite. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a des éléments sur lesquels, dans l'ensemble, je trouve que ça tient encore assez à la route dans les premiers volumes. Mais bon, sur certains points documentés. Oui, oui, bien sûr, ça inévitablement. Et puis il y a des ouvrages qui ont été écrits sur la question qui vous permettent de considérer certains angles du sujet peut-être un petit peu différemment, parce que bon, voilà, la lecture d'autrui est toujours très profitable par définition, sinon le travail scientifique n'avancerait pas aussi. Hein, mais disons que mais en 20 ans quand même par rapport, puisqu'il y a juste 20 ans que vous avez publié le premier volume, enfin même s'il était en construction, en élaboration bien avant. En 20 ans, est-ce qu'il y a certains aspects de ces 5 volumes, même si vous avez dit qu'il y a encore des choses qui tiennent bien hein, dans vos raisonnements, que vous renuanceriez indépendamment du fait qu'on a découvert de nouvelles sources, parce que votre jugement, je dirais, sur le plan purement intellectuel, donc ici il n'est pas question de parler d'honnêteté, mais une sorte de maturation du raisonnement depuis lors. Enfin, de maturation du raisonnement. Je ne parle pas d'honnêteté puisque c'est censé être évident que vous êtes honnête. Parce que sinon, non, je veux dire, bon, on met tout en cause. Voilà. Par exemple, pour la période après 48, on a plus de données sur la politique soviétique aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'il y a des ouvrages qui ont été faits à partir des archives soviétiques. C'est ça. Et qui donc, là où on avait une vertèbre, on essayait d'avoir un dinosaure. On a plus de vertèbres maintenant, on a plus qu'une, on a quelques-unes de plus. C'est ça. Donc, c'est perturbant évidemment pour un anatomiste, enfin pour un paléontologiste. Donc il y a ces points de vue-là. Bon, de toute façon, les derniers volumes sont pratiquement hors archives, puisque tout simplement, à partir de certaines dates, elles cessent d'être accessibles. Donc elles sont évidemment plus fragiles. Mais sur le questionnement lui-même, je ne vois pas de changement sensible entre ce que j'ai pu, les questions que je pouvais poser il y a 15 ans et les questions d'aujourd'hui. Là, je travaille sur un petit essai sur le conflit, quelque chose qui ferait 10 ou 15 pages, donc je relis les pages que j'ai écrites sur le 19e siècle. Je n'ai pas l'impression que je modifierais quoi que ce soit sur ce point. Il n'y a pas de trésor, il n'y a pas de, c'est bien en histoire de toute façon, il n'y a pas le document qui dit tout et qui explique tout, qui est le smoking gun des Américains. Ce que vous avez, c'est des milliers de documents dont la lecture d'ensemble donne une vision, une architecture, un espace mental, et ainsi de suite. Et ça ne se modifie pas. Alors parfois, bon, vous avez des concepts qui étaient en germe il y a 20 ou 25 ans et qui sont devenus plus établis. Aujourd'hui, certains que je récuse, comme vous me parlez tout à l'heure de post-colonialisme, et par exemple, dans un autre travail qui était plutôt sur l'expédition d'Égypte, c'était antérieur, en fait, je décrivais des choses qui sont maintenant mettables sous l'étiquette invention de la tradition, mais qui, quand j'écrivais ça il y a 40 ans, ou à 35 ans, je ne pouvais pas mettre invention de la tradition parce que le concept n'existait pas. C'est ça, c'est ça. Alors d'autre part, il y a parfois, dans mon travail, j'ai mis en place des concepts qui jusqu'ici n'ont pas eu beaucoup de succès, mais qui, je trouve, pourraient en avoir dans nos débats d'aujourd'hui. Avez-vous un regret particulier par rapport à la postérité, si je puis dire, au succès ou au non-succès d'un de ces concepts? Il y en a un que j'ai écrit dans les années 90, que j'ai expliqué que l'antisémitisme, etc., faisait partie des idéologies authentitaires qui existaient dans l'Europe de la fin du 19e siècle. Et si je crois que si on souffre aujourd'hui de quelque chose dans le début du 21e siècle, c'est bien de l'authentitarisme. C'est ça, d'accord. Et il n'y a pas eu
pas de suite. de suite, ou en tout cas ça n'a pas été relevé. Non, non, c'est ça, d'accord. Mais vous avez en effet, alors très curieusement, des retours. On a l'impression quand on lit certains textes de retour aux années 1890. Mais plutôt d'un côté des réseaux sociaux. Voilà, oui. Enfin, si on prend Drummond, l'antisémitisme, la violence des textes de la fin du XIXe siècle, on a l'impression qu'on les retrouve maintenant. Alors que jusqu'à 1930 à peu près, par exemple, dans un pays comme la France, mais je suppose que c'est la même chose en Belgique, vous aviez une très grande franchise d'opinion. C'est-à-dire que vous aviez une violence dans les propos des acteurs politiques, mais c'était tout à fait admis, ce qui n'interdisait pas éventuellement les gens qui avaient dire les pires violences verbales, ensuite de prendre un verre ensemble. Mais c'était la règle, et quand on s'était aperçu que les mots pouvaient tuer et provoquer les drames que l'on avait connus dans les années 30 et durant la Seconde Guerre mondiale, on a eu une euphémisation du vocabulaire. Et maintenant, on est de nouveau dans le balancier retourné. Voilà, on a l'impression qu'on retourne pas dans la grande presse, mais c'est ça. Dans les réseaux sociaux, on retrouve une violence de termes, de vocabulaire qui... Ce qui explique aussi peut-être certaines politiques de type que l'on appelle populiste de plus en plus, parce que, bon... Les politiques tiennent compte de l'opinion publique, mais ils participent également à la création de l'opinion publique, donc c'est interactif. Le populisme apparaît pour la première fois justement dans l'Europe des années 1880. Voilà, voilà. Voilà, mais on va terminer sur cette note un peu pessimiste, je dirais sur le plan philosophique. Mais en tout cas, je suis pessimiste. Si vous voulez, j'avais un ami qui me demandait tous les ans qu'est-ce que je pensais de la situation de Syrie, qu'est-ce que ça allait dire. Elle disait que ça va être pire. Oui. Et tous les ans, je disais ça va être encore pire. Ah là là. Et je crains pour la région qu'on soit dans la politique du pays. Mais la région nous surprend tellement aujourd'hui, les mouvements qu'on voit actuellement au Liban ou en Irak ont été de l'ordre complètement de l'imprévisible, qui fait que tout peut se retourner brutalement à toute vitesse. Alors ce que l'on peut dire, j'avais fait un petit essai déjà à l'époque, à partir de 2002-2003, on est entré dans une zone d'instabilité totale, qui fait que les structures autoritaires sont elles-mêmes en cause, et donc ça crée des difficultés de lecture, parce que n'a même plus la solution du régime fort dictatorial qui permettrait de régler éventuellement les problèmes. Elle est finie, cette solution. C'est ça. Et donc on est ouvert à des tas de choses tout à fait surprenantes. Et surtout, l'inattendu peut toujours se produire dans 15 jours. Mais pas dans le conflit israélo-arabe, dans la région. Eh bien, on va terminer avec ça la veille des fêtes de fin d'année, puisque vous nous laissez avec tout ça sur les bras, mais enfin, vous n'êtes pas l'origine de la situation, bien sûr. Mais j'en profite. Voilà. Si vous le considérez comme ça. Oui. Non, mais encore une fois, oui. Je veux dire, soit vous faites Athènes et Sparte une fois pour toutes, donc la guerre péloponnèse, bon, c'est violent, mais ça date un peu. Oui. Soit vous faites... Vous travaillez dans l'ultra contemporain, si je puis dire. Vous êtes dans un monde où il se passe quelque chose, où c'est vivant, c'est mortel, où c'est violent, c'est des cinémascopes, c'est du gore. Oui, bien sûr. Bon, mais c'est pas de la bureaucratie européenne comme toute l'histoire de l'Europe après 1945. Écoutez, je vous remercie en tout cas infiniment pour cette leçon magistrale présentée sous la forme d'un entretien assez vivant, je crois. Ça vous aura permis, ou en tout cas ça aura permis aux auditeurs de prendre au moins connaissance de manière très superficielle d'une œuvre essentielle de votre carrière, hein, puisqu'il y a, j'ai calculé plus ou moins un peu plus de 4000 pages, c'est peut-être plus, de cet ordre de plus ou moins 4000 pages, donc... Surtout si on compte qu'il y a un volume qui précède, qui est un recueil de textes chez Bouquin. Ah, en plus, voilà. Donc je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé ici, La question de Palestine, publié de 1999 à 2005, 5 volumes chez... De 2015. J'ai dit combien maintenant? 2005.
Ah oui, 2015. Vous voyez, ben, je commence à avoir des soucis. C'est bien écrit 2015 ici. En 5 volumes et qui couvre en fait les 2 derniers siècles, hein, de 1799 à 2001, et qui a pour point de départ, au fond, votre thèse doctorat, au fond, hein, enfin en gros. Ah non, moi, ma thèse, c'était l'expédition d'Égypte. Oui, oui, mais c'est ça, mais je veux dire que ça correspond chronologiquement à voilà, vous partez de 1799, mais vous partez de l'expédition d'Égypte. Ma chère, c'est l'histoire contemporaine au sens large du terme. Oui, pour ma région, ça commence à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est ça. Voilà. Pour ceux que ça intéresserait, donc je rappelle que cette œuvre a été publiée chez Fayard. Les derniers volumes d'ailleurs sont encore, peut-être les premiers aussi. Tout est encore disponible apparemment chez Fayard. Et vous aurez eu au moins un avant-goût de ce qui vous attend si vous décidez de vous procurer l'un ou l'autre de ces volumes. L'avantage, c'est que vous aurez eu un tour d'horizon général qui vous permettra peut-être d'aborder la période qui vous semble à vous la plus problématique ou la plus intéressante, parce que c'est vrai, quand on dit qu'il y a 4000 pages, ça n'incite pas effectivement le tout en choc. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire le grand public. Il est évident que pour les historiens c'est autre chose, mais pour le grand public, 4000 pages, c'est quand même a priori inquiétant et effrayant de se dire qu'on va... Voilà, mais ceci dit, c'est passionnant à lire, mais j'avoue moi-même que dans les 4000 pages, je n'ai pas tout lu, parce que bon, je devais vous rencontrer aujourd'hui et donc j'ai sélectionné. Mais c'est vrai que c'est passionnant et vous allez vraiment au fin fond de, comment dirais-je, de l'histoire, même de la micro-histoire à certains moments, même si votre projet est un projet macro-historique, si je puis dire. Encore merci. Je vous remercie. Voilà. À très bientôt peut-être, on ne sait jamais.